Alors, vous avez des idées? Bah ouais, à peu près. Si vous nous rejoignez maintenant, on se demandait tous ensemble s'il existe une relation simple sur un objet comme celui-là entre le nombre de sommets, de creux et de cols. On n'est pas sûr en fait. On pense avoir trouvé une relation qui reste vraie quand on déforme le même objet. Mais si on change d'objet, la relation n'est plus la même. C'est très intéressant ça. On a d'abord joué avec les courbes et on a remarqué qu'il y a toujours une alternance de bosses et de creux. Et ouais, on a réalisé qu'il y avait plein de choses comme ça qui s'alternaient dans la vie. Par exemple, le jour et la nuit. Ou un skieur qui prend un téléski pour remonter la piste, pour la redescendre. Exactement. D'ailleurs, on peut s'amuser à dessiner comment varie l'altitude du skieur. Et on obtient une courbe qui typiquement ressemble à ça. On peut imaginer que le skieur part de son chalet au milieu de la station et il revient en fin de journée. Et du coup, les bosses et les creux correspondent au moment où le skieur arrive en haut et en bas d'une piste. C'est cela. Du point de vue mécanique, ces points sont remarquables dans le sens que la vitesse du skieur est nulle, ce qui mathématiquement se traduit par des tangentes horizontales. La vitesse, c'est donc un nombre qu'on peut mesurer en kilomètres par heure ou en mètres par seconde. Ce nombre est positif ou négatif selon que le skieur monte ou descend. C'est de là que vient l'alternance des bosses et des creux. La vitesse du skieur passe tour à tour de positive à négative, puis de négative à positive, etc. Et pour changer de signe, la vitesse n'a pas d'autre choix que de s'annuler. Et si on avait dessiné une fonction comme ça? Alors dans ce cas, on voit qu'il y a une bosse de plus. Mais on aurait pu avoir un creux de plus si on avait pris une fonction comme ça. D'une certaine façon, ça correspond à des cycles qui ne sont pas terminés. C'est pareil, si vous comptez le nombre d'atterrissages et de décollages pour un avion qui est en vol, eh bien vous trouverez un décollage de plus. Et mon ballon de rugby dans tout ça? On va y venir. Mais comme on a parlé beaucoup de bosses, de creux, de cols, vous vous doutez peut-être qu'il y a un lien avec les cartes topographiques. Une carte topographique, vous avez des lignes d'altitude constante. Eh bien, le long de ces lignes, par définition, l'altitude du terrain est la même. C'est très astucieux et très pratique en fait, car cela permet de représenter un relief sur une carte plane. Maintenant, on va regarder attentivement notre carte. Prenons un point au hasard, par exemple celui-là, et regardons, zoomons au voisinage de ce point et regardons attentivement les lignes d'altitude constante. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont toutes parallèles les unes aux autres. Ah ouais, ok. Donc si je prends ça d'autres points, ça marche aussi. Exact. En fait, ça marche presque tout le temps. Mais comme toute bonne règle a ses exceptions, il y a en vérité quelques points exceptionnels. Vous en voyez sur la carte? Ici, les lignes de niveau sont des cercles concentriques. Et c'est un point remarquable du point de vue de la topographie? Oui, c'est un sommet. Ah tiens, là aussi c'est des cercles concentriques comme tu dis, mais ça fait un creux dans le paysage. Donc on vient de remarquer que la disposition des lignes de niveau est particulière au voisinage des sommets et des creux. Elle est en cercle concentrique. Eh bien figurez-vous qu'il y a un autre type de points exceptionnels, c'est-à-dire que les lignes de niveau ne sont ni parallèles ni en cercle concentrique. Ah, je parie que ce sont les cols, la troisième famille des points exceptionnels. Bingo! C'est assez spécial un col en montagne, car il y a des directions pour lesquelles vous partez du col en montant et des directions pour lesquelles vous partez du col en descendant. C'est un peu comme une fourmi qui serait sur une selle de cheval. Ah, ici sur la carte. D'ailleurs, les lignes de niveau ont effectivement une disposition encore différente, comme tu disais. Résumons donc ce qu'on vient de voir. Si on prend un point quelconque, les lignes de niveau au voisinage de celui-ci sont parallèles. C'est un point ordinaire. Un marcheur qui se trouve à un point ordinaire peut quitter ce point ordinaire en restant à la même altitude. Puis il y a trois types de points exceptionnels. Les sommets et les creux pour lesquels les lignes de niveau s'agencent comme ceci en cercle concentrique. Et enfin, le troisième type de point, le point col ou le point selle, où nous avons deux séparatrices et des lignes de niveau qui sont comme ceci. Un marcheur
peut trouver des directions dans lesquelles monter, par exemple celle-ci, et d'autres directions dans lesquelles descendre, comme celle-là. Et il y a aussi des lignes de niveau sur un ballon de rugby? Pour avoir des lignes de niveau, il faut deux choses, une surface et une fonction. Pour le ballon de rugby, on peut implicitement penser que la fonction, c'est la fonction hauteur. Et ainsi, on a des lignes de niveau. Donc on peut chercher les points remarquables. On voit une bosse et un creux, par contre je ne vois pas de colle. Exact, mais avec un ballon déformé, ou vos exemples en pâte à modeler. Bah ouais, on a, pour chacun de nos exemples, on a compté le nombre de bosses, le nombre de creux et le nombre de colles. Et on a remarqué que le nombre de bosses plus le nombre de creux moins le nombre de colles, c'est égal à 2. Exact, c'est tout à fait remarquable quand on y pense. La forme d'un espace donne des contraintes sur les fonctions qui vivent sur cet espace. Vous pouvez faire un tour de magie avec ça. Vous donnez un morceau de pâte à modeler à un ami, vous lui demandez de le déformer, et puis de compter ensuite le nombre de creux et de sommets, et automatiquement, vous lui annoncez le nombre de colles. Et ça marche toujours? Si vous partez d'une sphère et que vous la déformez autant que vous voulez, vous trouverez toujours le nombre 2. Mais par contre, si vous partez d'un espace différent, par exemple en forme de bouée, on appelle ça un tore, eh bien cette fois vous trouverez 0. Cela dit, ça n'arrive pas souvent dans les vies de déformer des bouées. Ça c'est vrai, mais je vais essayer de vous convaincre que ça peut arriver quand même. Prenons deux ovales, loin de l'autre dessinés dans le plan, et un point sur chacun des ovales qui se promène le long de l'ovale. On peut imaginer qu'il s'agit de promeneurs qui se promènent le long de leur lac. Les deux promeneurs ont un dispositif de géolocalisation, par exemple sur leur téléphone, et du coup, ils peuvent calculer instantanément la distance qui les sépare l'un de l'autre. Il y a des positions des promeneurs, par exemple celle-ci, où l'on voit bien que la distance semble maximale. Et puis d'autres positions, par exemple celle-ci et celle-là, où la distance entre les promeneurs est minimale. Il peut aussi y avoir des positions où si l'un des promeneurs bouge, la distance augmente, et si c'est l'autre promeneur qui bouge, la distance diminue. Vous êtes d'accord avec tout ça? Ok. Y a-t-il des liens entre ces différentes positions remarquables? Réponse, oui. On peut penser au promeneur qui se promène le long de son lac comme à un point qui évolue sur un cercle déformé si on veut. Et du coup, le couple de promeneurs, c'est comme un point sur un espace abstrait, un espace qui dans notre cas serait un tore. Et la distance, un vol d'oiseau entre les deux promeneurs, eh bien ça correspond à notre fameuse fonction qu'on cherche. C'est une fameuse fonction de Morse. Les points remarquables précédents correspondent à ce que nous avons appelé sommet, creux et col. Donc si vous connaissez deux de ces nombres, vous connaissez automatiquement le troisième. Ah, c'est pas mal ça. N'est-ce pas? Et en fait, la théorie de Morse, elle est encore plus précise que cela. Elle prescrit même le nombre minimal de cols. Sur un tore, c'est 2, comme dans l'exemple qu'on a vu précédemment. Mais tous ces résultats-là, ils doivent exister depuis longtemps, puisque même nous, on peut les comprendre. En fait, c'est une théorie assez récente. Disons pour simplifier qu'elle est née avec les travaux d'Henri Poincaré à la fin du XIXe siècle, qui a inventé la topologie algébrique. Les continuateurs de Poincaré, dont Marston Morse, ont clarifié ces idées et les ont même appliquées en dimension infinie. Mais ceci est une autre histoire. À bientôt!